sincèrement, pour les musulmans, on serait content. D'ailleurs, même je pense que beaucoup de Français seraient très contents de vivre dans un pays islamique. En France, pas un pays islamique comme dans d'autres pays islamiques qui existent dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des problèmes sociaux qu'on a en France, sur l'insécurité et autres, disparaîtraient en l'espace d'un mois. Ce que vous venez d'entendre est faux, et voici pourquoi. Tout d'abord, la charia n'a jamais fait disparaître l'insécurité en un mois. Les pays qui l'appliquent de manière stricte, comme l'Afghanistan, le Soudan ou le Pakistan, affichent parmi les taux d'homicide, de viol et d'insécurité les plus élevés au monde, avec des conflits armés et une violence endémique permanente, selon les rapports de l'ONU. Ensuite, prétendre qu'une France vivant sous la loi islamique réglerait l'insécurité est un mensonge éhonté. L'Arabie Saoudite, souvent citée en exemple, reste un cas très particulier grâce à sa richesse pétrolière et à une répression policière qui est massive, alors que les autres pays appliquant la charia comme l'Iran, le Soudan, le Yémen ou l'Afghanistan sont de véritables zones de guerre, de famine et de violence généralisée. Oser affirmer publiquement que beaucoup de Français seraient soi-disant très contents de vivre sous la loi islamique est grotesque. Même parmi les musulmans de France, seuls 15% souhaitent son application intégrale quel que soit le pays, et la grande majorité préfère vivre sous les lois républicaines plutôt que sous un régime théocratique. On voit d'ailleurs en ce moment en Iran de quelle manière les régimes théocratiques, et particulièrement islamistes, ont tendance à traiter la contestation du pouvoir, en massacrant. Les pays appliquant pleinement la charia ne connaissent pas moins de criminalité, ils connaissent surtout moins de plaintes pour viol car les victimes sont souvent criminalisées et une sous-déclaration massive, tandis que les violences intercommunautaires, les exécutions publiques et les conflits armés, eux, explosent. En vérité, fantasmer sur une France qui serait apaisée par la loi islamique en un mois ou tout court s'approche du délire totalitaire. Les données internationales montrent que les pays les plus sûrs du monde comme le Japon, la Corée du Sud et l'Islande n'appliquent aucune forme de charia et obtiennent des taux de criminalité bien inférieurs à ceux de la quasi-totalité des États islamiques rigoristes. Il existe dans le monde environ 10 à 15 pays dans lesquels la loi islamique est appliquée de façon stricte. Si on inclut ceux où elle est une source constitutionnelle ou appliquée partiellement, cela monte à plus de 30. Toute personne qui désire donc vivre dans un pays appliquant la loi islamique dispose donc d'un large éventail de choix, mais la France, dont l'histoire a été façonnée par le catholicisme depuis plus de 1500 ans, ne fera pas partie de cela. Et nous resterons attachés à nos valeurs, à nos traditions et à notre culture. Tu l'as reconnu? Si on pouvait avoir une France... Tu l'as reconnu c'est Tanguy David, là. Ouais. En fait, c'est là où se pose le problème quand il a dit 15% en France veulent appliquer la charia. Le problème, il est là, en fait. C'est-à-dire, quand tu dis 15% veulent appliquer la charia intégralement, et il y a aussi ceux qui veulent appliquer la charia partiellement. En fait, ceux qui veulent appliquer la charia partiellement, en fait, ils sont avec ceux qui veulent appliquer la charia intégralement. Et c'est ça, en fait, le problème de l'islam. En fait, le problème de l'islam, c'est exactement ça. C'est que le musulman qui veut appliquer partiellement la charia, son ami idéologique, c'est celui qui veut appliquer intégralement la charia. Ça veut dire, idéologiquement, il est contre les lois humaines. Et c'est ça le problème de la majorité des musulmans silencieuses. C'est-à-dire, arriver à un certain moment où ces gens-là, si tu leur donnes le pouvoir, si tu leur donnes un parti politique, ils vont faire la politique, arriver au vote, ils vont voter pour eux. Tu comprends, Charlie? C'est un vrai problème. C'est ça le problème. C'est que la majorité des musulmans ne veulent pas appliquer intégralement la charia, mais ils veulent appliquer partiellement. Mais ils vont voter pour ceux qui veulent, qui ont un programme politique pour appliquer totalement la charia. Ils vont jamais voter pour ceux qui ne veulent pas la charia. C'est ça le problème, Charlie. Si tu veux savoir, il est où le problème chez les musulmans? C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que c'est par manque de responsabilité, par manque de visibilité politique. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont pas politisés. La majorité, c'est des gens qui suivent. Ils suivent l'autorité. Ça veut dire que eux, ils symbolisent l'autorité religieuse. Ils vont suivre l'autorité religieuse. C'est-à-dire, ils ont pas font pas la politique comme vous, comme toi et moi, un parti politique, un programme politique, je vote pour le programme. Non. Eux, ils vont voter par autorité religieuse. Ils vont voter par appartenance. C'est comme si ceux qui veulent appliquer la charia intégralement, en fait, c'est eux leur identité, c'est eux leur culture, c'est eux. Ils voteront par ça. Et ils acceptent cette autorité, en fait. Tu vois ce que je veux dire, Charlie? Et c'est un vrai problème, en fait. C'est ça le vrai problème. Hein. Parce qu'il y en a qui disent, la totalité de la charia. Non. Là, ceux qui veulent appliquer la totalité de la charia, ça c'est clair. Mais ceux qui ne savent pas c'est quoi appliquer la totalité, appliquer la moitié, une partie,
C'est ça qui est dangereux dans une population, Charles. Et les années 90 en Algérie, c'est exactement ça. Bah oui, ça j'ai pas de mal à croire que ça me paraît logique. Idéologiquement, ils se sentent plus proches de quelqu'un qui va défendre les lois de Dieu, donc du coup, contre des gens qui vont vouloir, donner le mariage aux homosexuels ou ce que tu veux, bon, bah, ils vont se retrouver à voter. Idéologiquement, ils sont plus proches. Donc après... Ben oui, en Algérie, c'est pareil. Les gens se sont dit, ouais, tu sais, en Algérie, de toute façon, les gens qui veulent appliquer la charia, bah, ils sont pas majoritaires. Ben, ils sont minoritaires. Tu vois, c'est pas possible. On va leur donner un parti. Et ben, finalement, quand ils ont eu un parti politique pour appliquer la charia, eh ben, finalement, une bonne partie de la population a voté pour eux. Tu as même des femmes non voilées qui ont voté pour eux. Tu te poses après des questions, tu te dis, mais comment que ça se fait que ce gars, en fait, tu peux avoir même un professeur en langue française en Algérie, il a voté pour eux. Tu vas voir un professeur de physique, un professeur de chimie, un professeur de philosophie, il a voté pour eux. Tu te dis, mais comment que ça se fait, en fait? T'as même des gens qui vivent en France, c'est des médecins, ils ont voté pour eux. Mais tu te dis comment que ça se fait qu'en fait, que c'est des gens, ils votent pour eux. C'est pour ça que c'est dramatique, hein. Et c'est là où vous serez choqués, hein. Comment que ça se fait que des gens vivent en France? Tu vois, celle qu'on a montrée hier, par exemple, elle va voter pour eux. Tu peux trouver même des homosexuels qui vont voter pour eux. Ça va te choquer, hein. Après, tu vas te dire, waouh! Mais, et où? C'est quoi ça? Malheureusement, c'est comme ça, Charlie. Et c'est ça le vrai problème, en fait. C'est que, entre ceux qui veulent, c'est-à-dire les gens qui essayent de montrer que les radicaux, en fait, ils font abstraction de tout ça. Et c'est très, très dangereux. Et si tu fais abstraction de tout ça, en fait, c'est très, très, très dangereux. Voilà ce que je veux dire. Pour moi, il faut d'abord faire l'état des lieux. Il faut d'abord étudier la population. Il faut regarder la part de la religion, que ce soit dans la culture, l'identité, leur éducation, les valeurs. D'abord, si tu as, en fait, la religion, elle a remplacé beaucoup de ces choses-là, c'est-à-dire elle a fait un effacement culturel chez la population, n'importe qui portera un projet islamiste, eh ben, c'est lui qui aura la majorité. Et c'est pour ça quand je te dis que l'arabisation, quand tu arabises, au final, c'est un effacement direct culturel. Et l'effacement culturel se traduit par un remplacement culturel et identitaire islamique. L'arabisation, c'est ça. Parce que, réellement, la langue arabe n'a rien à faire en Afrique du Nord. La langue arabe n'a rien à faire en France ou en Europe. Et c'est pour ça. Une langue, elle a à faire quand elle ramène, en fait, quelque chose, ben, elle ramène des connaissances nouvelles. Si la langue arabe est porteuse de technologie qui dépasse la technologie européenne, bien sûr. Si la langue arabe, ça veut dire si demain, le chinois se propage en Europe, ben, c'est parce qu'il a ramené de la technologie. C'est-à-dire, il a ramené un savoir-faire que les Européens n'ont pas. Ça, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, tu fais face à des Chinois, ben, eux, ils ont développé beaucoup de choses qui te dépassent. Je sais pas, moi, par exemple, ils vont développer une connaissance de la science qui te dépasse. Ben, forcément. Mais par contre, utiliser la langue arabe actuellement comme un outil, c'est un outil religieux, la langue arabe. Elle ramène quoi, la langue arabe en Europe? Il n'y a que la religion. Elle ramène quoi, la langue arabe en Afrique du Nord? Depuis les années 60, que la religion. C'est très simple, Charlie, hein. Elle a ramené quoi, la langue arabe? Que la religion. Est-ce qu'elle a ramené la connaissance, la science? Il n'y a rien. Il n'y a que la religion qu'elle a ramené. Au contraire, c'est un ennemi contre la science. C'est un ennemi, en fait. Voilà, c'est ça le problème.
Vas-y, je te montre celle-là, là. Je suis sûr que t'as pas vu ça. Des groupes entiers de touristes jouent du Louvre dans la Louvre remarque la compte d'un couple de guides chinois, sauf que c'est chaque fois avec un groupe de touristes, parfois sans payer. En fait, ils auraient réutilisé parfois les mêmes tickets pour des personnes différentes selon le parquet. Une surveillance et des écoutes se mettent en place. Les enquêteurs découvrent alors que d'autres guides font eux-mêmes avec des complices au sein du Louvre. Les guides donnaient de l'argent liquide à des agents du Louvre pour éviter des contrôles selon le parquet. Résultat, les visiteurs payaient bien un ticket, mais l'argent n'allait pas au musée comme il l'aurait dû, puisqu'un seul billet servait à faire entrer de nombreuses personnes. Au total, jusqu'à 20 groupes auraient rentrer au Louvre chaque jour pendant une dizaine d'années. Ce réseau d'escroquerie vient d'être démantelé cette semaine. 9 personnes ont été arrêtées ce mardi. Parmi elles, 2 agents du Louvre, des guides touristiques, ainsi qu'une personne soupçonnée d'avoir organisé le réseau. Le préjudice est estimé à 10 millions d'euros rien que pour le Louvre selon le parquet de Paris. Plus de 950 000 euros en espèces, dont 67 000 euros en devises étrangères ont été retrouvés par les autorités et environ 486 000 euros ont également été saisis sur différents comptes bancaires. Une information judiciaire a été ouverte l'année dernière, notamment pour escroquerie en bande organisée et corruption publique active et passive. T'as vu ça? Dit la dernière fois, quand il y a eu le truc là, le vol, ben, je t'avais dit que les gens, ils ont eu le schéma. C'est-à-dire qu'ils savaient en fait. C'est-à-dire, vu la façon comment ils ont agi, c'est qu'il y a quelque chose de l'intérieur. Ils ont eu accès au schéma, ils ont eu accès à l'organisation de la sécurité, comment. Tu te souviens ou pas quand je t'ai dit ça? Tu me parlais de du Louvre? Si tu te souviens. Oui, du Louvre, oui. Quand il y a eu le cambriolage. Ah, mais ça, c'est autre chose, oui. Tu te souviens pas? Ben, c'est le même, en fait. Si, je me souviens, mais ce n'est pas le même sujet. Oui, mais là... D'une certaine manière. En fait, oui, d'une certaine manière, c'est la même chose. Tu comprends ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que on utilise quelque chose, du coup, puisqu'on y a de la corruption à l'intérieur, on arrivera jusqu'au fin où on va le voler lui-même. C'est tout, c'est très simple. Hein. Mais moi, ouais, pour moi, ça montre comment ils ont cambriolé le truc. Et je t'avais dit qu'ils avaient accès à des schémas, ils avaient accès au système de sécurité, ils savaient quel agent, ils savaient quand, ainsi de suite. Du coup, ça, c'est de l'intérieur. Il n'y a que quelqu'un de l'intérieur qui peut leur donner ça. Vas-y, Charles. Oui, mais là, ça, c'est autre chose. Ça, ce truc-là. C'est pour moi, ça, c'est justement, c'est les mafias, les réseaux. Et là, là, pour le coup, c'est chinois. Donc, depuis 10 ans, t'imagines, juste sur le Louvre, il y a aussi Versailles. C'est-à-dire que c'est des réseaux, ils vont effectivement, c'est là où ça peut rejoindre ce que tu dis sur le cambriolage, c'est qu'ils vont, et d'ailleurs, là, il y en a qui se font avoir des chefs de la sécurité ou des gens qui travaillent dans le système, qui sont associés d'une manière pécuniaire. Mais le détournement, là, c'est 10 millions. Et c'est juste sur un. C'est sûr que ces réseaux, t'as le Louvre, tu vas avoir quoi d'autre? Tu vas avoir le Mont-Saint-Michel, tu vas avoir des trucs, les Chinois, ils vont partout. Ça, ils sont organisés. Moi, c'est ça que quand je vois la du cambriolage, qui est un truc ponctuel. Tu vois, ils ont, là, effectivement, peut-être qu'il y a aussi pas des associations, mais des gens qui sont même dans l'institution, qui vont qui vont vendre des informations, oui, ou être associés au délit. Ce que je t'ai dit la dernière fois, je t'ai dit que ces gens-là, en fait, c'est juste qu'ils ont été recrutés pour exécuter un plan. Tu vois, tu vois, les jeunes là, les 4 où ils ont interpellé, je t'avais dit ça, c'est des exécutants. Mais les gens qui ont fait derrière, je t'avais dit qu'ils avaient accès à tout. C'est-à-dire qu'ils ont préparé ça depuis longtemps, ils savaient quoi faire. Du coup, arriver à recruter des jeunes comme ça et leur donner des instructions claires, hein, tu vois, la façon comment ça s'est cambriolé, vous vous garez là, vous montez, vous faites ça, vous faites ça. En fait, le plan, il y a un plan derrière. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont réfléchi. Du coup, les gens qui ont mis ce plan-là, ils avaient accès à beaucoup d'informations. C'est pas juste des voyous comme ça. Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Je t'ai dit que c'est pas des voyous. C'est des gens qui sont haut placés ou qui ont des capacités, tu vois, qui dépassent ça. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois.
Quand tu regardes la façon comment les jeunes... Oui, ben ça peut être des réseaux de la même manière, ça peut être des réseaux criminels, ça peut être des mafias, des réseaux, ça peut être... Oui, je suis d'accord avec toi. Il peut y avoir une tête. Vas-y, tu peux continuer si tu veux. Moi, je voulais juste te dire que j'étais d'accord sur ce point. Oui, c'est que ce réseau-là, il n'est pas ni d'hier. Ça se voit que c'est un réseau depuis longtemps, qu'il suit le Louvre, il sait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, comment il le sait? Forcément, il a des connaissances. Forcément, il y a des gens dedans. Il a des gens il a infiltré des gens. Il a fait recruter peut-être des gens. C'est-à-dire que quelqu'un, un chef de sécurité ou quelque chose qui travaille avec le réseau. C'est tout. C'est une question de ça. Mais après là, tu rajoutes ça, tout est clair, quoi. C'est-à-dire les gens, finalement, ils avaient leur truc. Le réseau, il a été déjà implanté depuis des années. Comme tu le dis, gagner de l'argent déjà avec des faux billets. C'est des faux billets, c'est ça. Ah, mais moi, je fais pas le lien entre le cambriolage et ça. Peut-être c'est lié. Peut-être que c'est les mêmes personnes, mais peut-être c'est aussi un autre réseau. C'est pas parce que, tu vois, moi, je pense que là, c'est juste, tu vois, comme une mafia chinoise, mais il peut y avoir des restes de trucs italiens. Il peut y avoir sur le territoire français, il y a des gangsters. Ça peut être des Hollandais, des Anglais. C'est le même réseau qui a exécuté. Voilà, Mais on est d'accord. C'est pas forcément. C'est pas forcément, mais avoir des informations, des plans, comment ils fonctionnent, les noms des agents de sécurité, à quelle heure, comment c'est organisé de l'intérieur. S'il y a un réseau qui arrive à avoir ça, il peut le vendre après. Tout ça.